Il ne fait aucun doute que les baleines, comme cette magnifique baleine à bosse, font partie des animaux les plus incroyables de la planète. Certains de ces incroyables mammifères peuvent atteindre des tailles colossales, ce qui fait d'eux les rois incontestés de l'océan. Et ce n'est pas seulement leur taille qui les distingue. La plus longue plongée enregistrée d'une baleine dure 222 minutes. Le record humain de 24 minutes semble donc être un jeu d'enfant. Les cachalots par exemple sont capables de plonger jusqu'à une profondeur de 2000 mètres, alors que le record de l'homme n'est que de 330 mètres. Mais ils n'y parviennent qu'à l'aide de bouteilles d'oxygène et après des années d'entraînement. Lorsqu'il s'agit de vivre dans l'océan, les baleines nous battent à plat de couture. Et avec peu de prédateurs naturels, l'océan est un lieu de vie très agréable pour la plupart des baleines. Sauf que près de 2000 baleines et dauphins s'échouent sur les rivages chaque année. Malheureusement, beaucoup de ces animaux extraordinaires périssent, incapables de survivre hors de leur domaine aquatique. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi cela se produit-il et pourquoi cela continue-t-il à se produire? Qu'est-ce qui se cache dans l'océan? Qu'est-ce qui pousse ces créatures à fuir la mer? Si vous voulez le découvrir, prenez vos lunettes de protection et retenez votre souffle, car nous allons plonger dans ce mystère et bien d'autres encore. Revenons à l'essentiel. Les baleines sont des cétacés. Elles font partie de l'ordre des mammifères entièrement aquatiques parfaitement adaptés à la vie dans l'océan, comme les sous-marins de la nature. Leur corps fuselé leur permet de naviguer dans l'eau. Leurs nageoires les aident à se diriger et leur queue géante les propulse puissamment vers l'avant. Cependant, toutes ces adaptations peuvent faire de l'échouage un arrêt de mort pour la baleine. N'étant plus soutenu par la flottabilité de l'eau, le corps d'une baleine s'écrase sous son propre poids sur la terre ferme. La circulation sanguine étant restreinte, il en résulte d'une accumulation de toxines mortelles dans le sang de la baleine. Les baleines ont également une couche de graisse volumineuse. Chez certaines espèces, elle atteint 30 cm d'épaisseur, qui leur permet de rester au chaud dans les profondeurs fraîches de l'océan, où la température peut atteindre les 4 degrés. Mais sur la terre ferme, cette couche de graisse se transforme en un carcan de sueur qui les fait rapidement surchauffer. C'est pourquoi les sauveteurs doivent continuellement asperger d'eau une baleine échouée pour la rafraîchir. Et bien que les baleines puissent respirer sur la terre ferme parce qu'elles sont des mammifères, comme nous, si l'eau des marées montantes pénètre dans leurs évents, elles risquent de se noyer dans des vagues peu profondes. L'échouage est un sort terrible pour les baleines, et on pourrait penser qu'elles l'évitent à tout prix. Mais au contraire, les baleines échouées sont de plus en plus nombreuses. Depuis les années 90, les rapports d'échouage de cétacés dans le monde entier ont augmenté de façon inquiétante. Les échouages massifs et déchirants devenant de plus en plus fréquents. Alors, qu'est-ce qui pousse les baleines à s'échouer? Se pourrait-il qu'elles essayent de regagner la terre ferme? Aussi étrange que soit ce concept, il n'est pas aussi insensé qu'il n'y paraît. Les baleines ne vivent dans l'océan que depuis 40 millions d'années. Avant cela, ces créatures aquatiques vivaient sur la terre ferme. Vous avez peut-être du mal à y croire, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la queue des baleines bouge de haut en bas alors que celle des requins et autres poissons bouge d'un côté à l'autre? Eh bien, c'est parce que la colonne vertébrale des baleines a évolué à l'origine pour marcher. En effet, leurs vertèbres ont été conçues pour onduler de haut en bas sur la terre ferme plutôt que de se balancer d'un côté à l'autre en nageant dans l'eau. Le premier ancêtre des baleines, connu sous le nom de Pachycetus, a évolué sur la terre ferme il y a plus de 50 millions d'années. Cependant, Pachycetus ne ressemble guère aux baleines actuelles. À mon avis, elles ressemblent plutôt à des chiens bizarres. En effet, leur corps était long, jusqu'à 1,80 m, leur cou épais et leur queue robuste. Leur long museau et leurs grandes dents menaçantes ont évolué spécifiquement pour manger de la viande. La seule caractéristique commune aux baleines modernes est la présence d'une paroi osseuse distincte recouvrant la région de l'oreille interne. Il s'agit d'une bizarrerie biologique unique qui explique en partie la supériorité de l'ouïe des baleines sous l'eau. Néanmoins, Pachycetus n'est pas resté longtemps sur la terre ferme. 5 millions d'années plus tard, son successeur, Ambulocetus, avait évolué pour adopter un mode de vie plus aquatique. Ambulocetus avait des pattes plus courtes, avec des pieds larges et plats qui agissaient davantage comme des nageoires, et une queue plus longue et encore plus musclée. On dirait un hippopotame après un régime draconien. Ce qui est logique, puisque le plus proche parent terrestre vivant des baleines est aujourd'hui l'hippopotame. Cependant, l'ancêtre préhistorique suivant, le Cuchicetus, était encore plus fuselé et ressemblait à une loutre croisée avec un fourmilier. En regardant cela, on peut penser que l'évolution a sérieusement dévié de sa trajectoire. Pourtant, malgré son apparence maligne, Cuchicetus a été une étape clé dans l'évolution des baleines. Ses narines étaient placées plus en arrière le long de son museau, amorçant le développement de l'évent sur le dessus de la tête de la baleine que nous voyons aujourd'hui.
Cependant, les créatures que nous reconnaissons le plus comme des baleines n'ont pas évolué avant l'arrivée des baleines basilosauridées, il y a entre 41 et 33 millions d'années. C'est à ce moment-là que les squelettes des baleines ont véritablement évolué, passant d'animaux droits à de longues nageoires caudales. Néanmoins, les baleines basilosauridées avaient encore des pattes, mais des petites pattes bizarres comme les minuscules bras d'un T-Rex. Leurs membres postérieurs ne remplissaient aucune fonction efficace et ont très probablement évolué pour être intégrés à la paroi du corps. Aujourd'hui encore, certaines baleines modernes sont découvertes avec de minuscules membres postérieurs à l'intérieur de leur cavité corporelle. Une survivance de leur passé préhistorique. Si les basilosauridés vivaient désormais dans l'océan en raison de l'abondance de nourriture, cela ne signifiait pas pour autant qu'ils avaient soudainement développé des branchies. Ces créatures avaient toujours des poumons et respiraient de l'air comme n'importe quel autre mammifère, mais elles ont dû apprendre à bien retenir leur souffle. Bien qu'elles puissent remonter à la surface pour respirer lorsqu'elles sont conscientes, elles doivent toujours dormir. Ils ont donc évolué pour dormir sous l'eau en combinant deux méthodes, soit en se reposant tranquillement dans l'eau, verticalement ou horizontalement, soit en dormant tout en nageant lentement à côté d'un autre animal. Ce comportement est encore observé aujourd'hui chez de nombreuses espèces de baleines, comme les cachalots. Ces énormes mammifères se reposent verticalement pendant moins de 7% de la journée, tout en restant près de la surface de l'eau lorsqu'ils ont besoin d'air. Cela n'a pas l'air facile, mais ça montre à quel point l'évolution est prête à aller loin lorsqu'il s'agit de rester près d'une source de nourriture durable. Mais c'est aussi à ce stade de leur développement que les baleines basilosauridées ont pris de l'ampleur. Elles pouvaient atteindre 20 mètres de long, alors qu'aujourd'hui leurs successeurs, comme la baleine bleue, peuvent atteindre 33 mètres de long et peser 130 tonnes. Un mythe urbain veut que leur cœur ait la même taille et le même poids qu'une coccinelle Volkswagen de 2,5 mètres sur 2,5. En réalité, son cœur ne mesure qu'environ 1,50 m de long et 1,50 m de large, pour un poids de 181 kg, soit le poids d'une moto moyenne. C'est tout de même assez impressionnant. En fait, les baleines bleues sont les plus grandes créatures à avoir jamais existé sur la planète, plus grandes même que les plus grands dinosaures. Les baleines ont littéralement dépassé leur capacité à vivre sur Terre. Alors pourquoi continuent-elles à s'échouer sur le rivage? La vie dans l'océan pendant tous ces millions d'années a-t-il été si terrible? Les échouages de baleines étant de plus en plus nombreux, il semble bien que quelque chose pousse les baleines à s'échouer sur le rivage. En général, une baleine échouée est âgée, malade ou blessée et trop faible pour naviguer dans les profondeurs de l'océan. Elle nage donc dans des eaux moins profondes pour se rétablir. Cependant, les marées peuvent changer rapidement et laisser une baleine flottant dans les eaux côtières en haut et à sec sur la plage à marée basse. Une erreur dangereuse pour une baleine. Mais parfois, même pour les baleines en bonne santé, l'océan n'est pas facile à naviguer. Certaines zones du littoral sont des pièges mortels pour les baleines. C'est le cas du célèbre Farewell Split, une étendue de sable de 25 km située à l'extrême nord de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Des échouages massifs de baleines s'y sont produits pas plus tard qu'en mars 2022, lorsque 31 globicéphales échoués sur 3 km de côte sont morts, malgré les efforts des sauveteurs pour les sauver. Les échouages massifs sont fréquents chez des espèces de baleines très sociales, telles que les globicéphales et les baleines à tête de melon. Si une baleine s'échoue, ses cris de détresse incitent les membres de son groupe à rester dans des eaux dangereuses peu profondes, ne voulant pas abandonner le membre de leur famille jusqu'à ce qu'ils s'échouent à leur tour. Ouais, plutôt tragique. Dans cette coque, bien que les sauveteurs aient réussi à remettre à flot 5 baleines, 2 d'entre elles se sont ensuite échouées sur la plage. Comment se fait-il qu'elles ne parviennent pas à s'échapper? Les scientifiques pensent que c'est parce que la flèche crée un fond marin peu profond dans la baie, avec des bancs de sable d'1 kilomètre de large. Nager dans ces eaux peu profondes perturbe le système de navigation des baleines, dont l'écolocalisation qui est connue pour fonctionner dans des eaux plus profondes. Perdues dans les bancs de sable, les baleines se font surprendre par les marées et finissent par s'échouer. C'est ainsi que le site a connu 11 échouages de globicéphales au cours des 15 dernières années. Cependant, l'événement le plus grave a eu lieu en février 2017. 700 baleines se sont échouées et 250 d'entre elles sont décédées. Cette zone devrait être marquée d'un X noir géant sur les cartes des baleines, car il semble qu'aucune baleine ne puisse survivre en nageant dans ces parages. C'est peut-être la raison pour laquelle les baleines continuent de s'échouer dans l'océan. Il est tout simplement trop difficile pour elles de s'y retrouver. Je me perds tout le temps sur l'autoroute, même avec un GPS. Cependant, toutes les baleines ne se perdent pas. Certaines d'entre elles semblent avoir récemment commencé à fuir l'océan, comme une baleine des grands fonds qui, avant les années 60, avait rarement été observée. La baleine à bec est l'une des espèces de baleines les plus mystérieuses, car elle réside principalement dans des profondeurs de l'océan et plonge régulièrement à des profondeurs de 2000 mètres pour chasser le calamar. Pendant des années, ces baleines ont échappé aux chercheurs. Pourtant, de nos jours, elles ne cessent de s'échouer sur le rivage.
Entre 1995 et 2020, 35 baleines à bec se sont échouées lors de 16 événements distincts en Alaska. Des échouages de plus en plus fréquents de baleines à bec ont également été observés le long des côtes de Guam entre 2007 et 2019. Pour en découvrir la cause, il faut plonger sous la surface. En 1933, la marine américaine a commencé à utiliser la technologie du sonar à bord de ses navires. Le sonar est une technique qui permet de détecter des objets sous-marins en émettant des impulsions sonores et en mesurant les ondes sonores qui se sont réfléchies. Mais depuis lors, l'océan est devenu de plus en plus bruyant. En particulier, un type de sonar appelé sonar actif à moyenne fréquence, déployé par la marine américaine pour détecter les sous-marins, produit un son perçant et assourdissant que je m'apprête à vous faire écouter. Si vous portez des écouteurs, je vous conseille de les enlever tout de suite. Il est si fort que les plongeurs ont décrit avoir senti le son vibrer à travers leur corps. Imaginez maintenant ce que ce son représente pour lui exceptionnel d'une baleine. Ces créatures peuvent entendre des sons aussi aigus que 200 kHz, alors que les humains ne peuvent détecter que des sons allant jusqu'à 20 kHz. Malheureusement, les baleines à bec vivent à l'endroit même où se déroulent nombre de ces essais de sonar, et ce, jusqu'à 10 heures d'affilée. En outre, le son voyage plus vite sous l'eau car c'est un milieu plus dense que l'air. Par conséquent, les ondes sonores atteignent les oreilles des baleines avec une énergie considérable, ce qui provoque un barrage de sonar plus intense qui endommage les oreilles des baleines. Non seulement il leur est plus difficile de naviguer, mais les oreilles endommagées des baleines les empêchent de plonger pour chasser, car elles ne peuvent pas équilibrer la pression à l'intérieur sans ressentir une douleur. Ainsi, affaiblies et désorientées, nombre d'entre elles finissent par dériver vers des eaux moins profondes et s'échouent sur les côtes. Entre 1960 et 2004, il y a eu au total 121 échouages massifs de baleines à bec. La plupart de ces échouages ont eu lieu dans des zones où se déroulaient des exercices d'entraînement de la marine américaine et de l'OTAN. Bien que la marine aimerait certainement mettre cela sur le compte de la coïncidence, des recherches ont établi un lien étroit entre les exercices militaires utilisant des sonars anti-sous-marins et les échouages massifs de baleines à bec. On peut donc dire que les baleines ne veulent plus vivre dans l'océan parce que les humains en ont fait un cauchemar pour leurs oreilles. Oh, donc les humains étaient le problème depuis le début. Pas étonnant. Néanmoins, malgré le bruit que les humains font dans l'océan, il y a toujours des sauveteurs pour aider nos gigantesques amis à retourner dans l'eau. En 2019, des sauveteurs et des plagistes ont aidé à remettre à flot ce groupe de globicéphales à Saint-Simon en Géorgie. Et une équipe de sauveteurs a utilisé des cordes et une pelleteuse pour remettre à l'eau une baleine à bosse échouée sur une plage de Praia Grande au Brésil en 2017. Si seulement davantage de personnes disposées d'un équipement important pouvaient apporter leur aide. Ouais, je vous regarde l'US Navy et l'OTAN. Malheureusement, vous n'avez pas besoin de sonar pour trouver les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. N'hésitez pas à les utiliser si, comme moi, vous soutenez les baleines. C'est fait? Super, sauf que les baleines ne sont pas les seuls animaux à tenter de s'échapper de leur habitat naturel. Question de poissons. Malheureusement, environ 14 millions de tonnes de pollution plastique sont déversées dans nos océans chaque année. Pendant ce temps, les effets du changement climatique provoquent le réchauffement des océans. Il devient donc de plus en plus difficile de vivre dans le Grand Bleu. C'est peut-être pour cette raison que certains poissons ont décidé de plier bagages, comme le mudskipper, un poisson qui passe jusqu'à environ 90% de son temps sur la terre ferme. Cela peut sembler impossible car nous savons tous que les poissons ne peuvent respirer que sous l'eau grâce à la façon dont ils extraient l'oxygène de l'eau par leurs branchies. Mais le mudskipper amphibie a évolué pour respirer de l'oxygène à travers sa peau, ce que certaines espèces peuvent faire pendant 2 jours à condition que leur peau reste humide. Le poisson de mer peut également respirer de l'oxygène à partir d'une bulle d'air piégée dans ses branchies, ce qui lui permet d'assurer les 2 fonctions. Et ces poissons ne se contentent pas de marcher, ils sautent jusqu'à 60 cm. Ils peuvent même grimper aux arbres dont les branches sont basses. Mais ne vous inquiétez pas, les mudskippers ne sont pas prêts d'envahir votre cabane, à moins que vous ne viviez dans des régions humides de Madagascar et d'Asie du Sud-Est, où ces poissons prospèrent. La capacité du mudskipper à sauter sur la terre ferme est le résultat d'une nageoire pectorale spécialement adaptée, dont la forme est similaire à celle d'une articulation de l'épaule. Ces nageoires en forme de bras permettent au mudskipper de se propulser sur la terre ferme, en particulier sur les vasières à marée basse où prospèrent de minuscules plantes et animaux, une abondance de nourriture pour le mudskipper. Malgré son apparence, le martin-pêcheur n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. Malgré son apparence, le mudskipper n'a pas appris à marcher du jour au lendemain. Il s'agit d'une espèce qui a développé cette capacité de marche il y a des millions d'années. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'un énorme poisson n'a appris à marcher que récemment.
La tête de serpent est une menace qui mange presque tout ce qui se trouve sur son chemin. Dans l'eau comme sur terre, il a été observé qu'il mangeait toutes sortes de proies, y compris des oiseaux. Envahissant les États-Unis, il fait des ravages dans les écosystèmes locaux. C'est pourquoi l'État de Géorgie a ordonné la destruction sur place. Les têtes de serpent sont originaires d'Asie et d'Afrique, mais depuis une vingtaine d'années, cette espèce est vendue dans les animaleries et sur les marchés d'alimentation vivante. On pense que des amateurs de pêche stupides les ont relâchés dans des eaux locales pour créer un stock de poissons à pêcher pour l'alimentation. Mais depuis, ce poisson s'est multiplié et a commencé à terroriser la faune à travers les États-Unis, car il mange tout ce qui se trouve sur son chemin, des crustacés aux mammifères. Une tête de serpent adulte peut atteindre un peu moins d'1 mètre et consommer des proies d'une taille équivalente à 33% de la sienne. Et ces poissons ne sont pas confinés au cours d'eau. S'ils sont suffisamment affamés, ils peuvent traverser la terre. En remuant leur corps glissant, ils peuvent se déplacer sur la terre ferme et survivre jusqu'à 4 jours hors de l'eau. En effet, les têtes de serpent peuvent respirer de l'oxygène grâce à une vessie d'air spécialisée semblable à un poumon. Les juvéniles peuvent migrer sur de longues distances. Cependant, les adultes ont un corps trop arrondi pour s'éloigner des rives. Au moins quelque chose tient ces poissons à distance. Et comme si cela ne suffisait pas, les poissons à tête de serpent ne sont pas les seuls à avoir commencé à sortir de l'eau. Faites attention en traînant près d'un bassin de marée en Australie, car un requin pourrait bien sortir de l'eau à côté de vous. Connus sous le nom de requins épaulettes, ces requins de 90 cm de long peuvent bouger leurs nageoires pectorales et pelviennes comme un kit de pattes avant et arrière, ce qui leur permet de marcher sur le fond marin. Ils chassent les crevettes et les crabes principalement dans les bassins de marée. Cependant, les bassins de marée sont des endroits difficiles à habiter, car lorsque les marées se retirent, les créatures marines piégées à l'intérieur consomment tout l'oxygène disponible dans l'eau. De nombreux poissons sont incapables de survivre dans ces conditions suffocantes, mais les requins épaulettes ont la capacité de survivre dans des marées avec moins de 5% d'oxygène pendant 3 heures sans aucun effet néfaste. Ils y parviennent en augmentant l'apport en sang à leur cerveau et en arrêtant sélectivement les fonctions cérébrales non essentielles. C'est cette capacité remarquable qui permet aux requins épaulettes de survivre également hors de l'eau. Ils sortent régulièrement du bassin de marée et marchent sur les rochers jusqu'à de nouveaux bassins pour chasser. Cependant, même sous l'eau, ces requins semblent préférer marcher plutôt que nager. Des requins qui peuvent marcher? J'espère qu'ils ne transmettront pas cette idée à leurs cousins blancs. Style soigné. Est-ce que c'est un oiseau? Un avion? Non, c'est un poisson. Alors que les autres poissons sont occupés à essayer de ramper sur la plage ou sur les rochers, les poissons volants ont évolué pour littéralement voler. Mais ils ne battent pas des ailes et ne s'envolent pas comme des oiseaux. Comme dans un avion, ils doivent prendre de la vitesse dans une course accélérée. Mais les poissons volants n'ont pas de moteur à réaction pour les propulser vers l'avant. Ils acquièrent leur vitesse en nageant rapidement sous l'eau, atteignant des vitesses allant jusqu'à 69 km/h. À titre de comparaison, même le nageur Michael Phelps, médaillé d'or olympique, ne peut se déplacer dans l'eau qu'à une vitesse maximale de 7,5 km/h. Les poissons volants mettent à profit cette incroyable vitesse de nage en s'élançant hors de l'eau jusqu'à une hauteur de 6 mètres au-dessus des vagues. Leurs 4 nageoires qui ressemblent à des ailes leur permettent de planer dans l'air et de parcourir des distances allant jusqu'à 200 mètres d'un seul coup. C'est presque la longueur de 2 terrains de football. Mais les poissons volants peuvent étendre leur vol encore plus loin. Lorsqu'ils s'approchent de la surface de l'eau, ils peuvent battre de la queue et utiliser les courants ascendants provenant des vagues pour étendre leur vol jusqu'à des distances de 400 mètres. C'est un peu plus que la longueur de 3,5 terrains de foot. Mais les poissons volants n'atterrissent pas à l'autre bout du terrain, ils retombent simplement dans l'eau. Alors pourquoi ce poisson voulait-il tellement sortir de l'océan qu'il s'est fait pousser des ailes? Eh bien, sa remarquable capacité à voler lui permet d'éviter ses prédateurs. Les poissons volants mesurent rarement plus de 15 cm de long et sont souvent la proie de poissons prédateurs plus grands et plus rapides, tels que le maquereau, le thon, l'espadon et le marlin. Incapables de nager plus vite qu'eux, les poissons volants ont donc évolué pour s'échapper par-dessus les vagues, là où les autres poissons ne peuvent pas mordre. Cette technique a toutefois ses inconvénients, car les poissons volants deviennent souvent la proie des oiseaux, et ils sont souvent utilisés par les pêcheurs comme appât pour le thon. Pas sûr dans l'eau, pas sûr dans l'air, dans quelques millions d'années, ces poissons auront développé des pattes pour tenter de s'échapper par la plage. Frappe d'oiseaux. C'était une journée normale dans le quartier de Cuauhtémoc à Mexico. Les habitants se sont réveillés et ont préparé leur café du matin. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils ont découvert quelque chose d'inexplicablement écœurant dans la rue. Elle était remplie des restes de centaines d'oiseaux noirs à tête jaune. Alors que s'est-il passé? Les oiseaux avaient-ils soudainement oublié comment voler ou étaient-ils tombés du ciel? C'était un mystère total.
jusqu'à ce qu'une caméra de sécurité fixée à l'un des bâtiments révèle des images de l'incident. Mais ce qu'elle a filmé a laissé les habitants stupéfaits. Les oiseaux n'étaient pas tombés, ils s'étaient tous écrasés au sol. Si la plupart des oiseaux ont pu s'envoler, d'autres plus malchanceux ont péri sur le coup. En examinant les images, il apparaît que la volée d'oiseaux noirs a été soudainement entraînée vers le bas par une force inconnue. Deux causes peuvent être à l'origine de ce phénomène. La première est que le troupeau a pu être soumis à un cisaillement du vent. Il s'agit d'une chute brutale de la pression atmosphérique lorsque l'air chaud s'élève et déplace l'air froid, qui est alors entraîné vers le bas par la forte rafale de vent. Les cisaillements de vent peuvent être si forts qu'ils provoquent des turbulences dans les avions de ligne. Il est donc tout à fait possible que ces pauvres petits merles aient été littéralement balayés du ciel. Cependant, la deuxième explication vient d'autres experts qui suggèrent que le troupeau a été chassé du ciel par un oiseau prédateur plongeant à basse altitude, tel qu'un faucon ou un aigle. Un faucon aurait pu plonger vers le troupeau, ce qui aurait poussé les merles à travailler ensemble et à tourbillonner étroitement. Grâce à ce type de manœuvre, il est plus difficile pour un faucon d'atteindre une cible unique, et le troupeau, par sa taille et sa formation, désoriente et submerge le prédateur. Cette bande des tourneaux tentant d'échapper à un faucon en est la preuve. Mais dans ce cas, lorsque l'épervier a plongé vers le troupeau, les étourneaux se sont mis à voler vers l'avant, paniqués pour s'échapper. Dans un groupe aussi serré que celui-ci, les oiseaux copient les mouvements des oiseaux qui les précèdent, de sorte qu'ils se déplacent en forme de vagues sans se heurter les uns les autres. Si cela leur permet de rester synchronisés en vol, ils ne sont pas en mesure d'appréhender leur environnement au sens large. Par conséquent, on pense que de nombreux oiseaux n'ont pas pu voir le sol qui arrivait, aveuglés par le reste du troupeau. Mais les oiseaux qui se trouvaient derrière ont continué à faire avancer le troupeau, l'empêchant de s'envoler à temps. Un événement similaire s'est produit au Pays de Galles en 2020, lorsque plus de 200 étourneaux sans vie ont été retrouvés le long d'un tronçon de route d'une trentaine de mètres à l'extérieur de la ville d'Anglesey. Les oiseaux présentaient des blessures correspondant à un choc contondant. Comme les merles, les étourneaux ont donc plongé dans le ciel par crainte d'un prédateur et n'ont pas remarqué que le sol se précipitait pour les accueillir. Il semble que l'air soit aussi dangereux pour ces oiseaux que le sol. Mais lorsqu'il s'agit d'oiseaux qui n'ont pas vraiment leur place dans le ciel, il y a un pigeon qui occupe la première place, parce qu'il oublie littéralement comment voler. Connus sous le nom de pigeons culbutants, ils peuvent passer d'un battement d'aile à une chute libre dans les airs. Mais après quelques secondes, ils reprennent généralement le contrôle. La cause de ce vol erratique est le résultat d'une génétique excentrique, les pigeons ayant été élevés à dessein par leurs propriétaires pour présenter ces caractéristiques divertissantes. Les oiseaux qui effectuent plusieurs sauts périlleux sont connus sous le nom de rollers et constituent une fierté pour la communauté des pigeons culbutants. Mais une version extrême de ce comportement de saut périlleux est héritée de la race par l'or. L'élevage intensif de ce pigeon a donné naissance à une progéniture qui ne peut plus voler du tout. Au lieu de cela, les oiseaux tombent sur le sol. Ce phénomène se poursuit jusqu'à ce que les oiseaux s'épuisent et cessent d'essayer de voler. Des concours de pigeons de salon sont régulièrement organisés, le gagnant étant l'oiseau qui roule le plus loin. À première vue, il s'agit d'un passe-temps plutôt cruel, sans oublier les blessures infligées aux oiseaux lorsqu'ils tentent de corriger leur mode de vol anormal. Peut-être que ces éleveurs devraient plutôt se lancer dans l'observation des oiseaux. Parmi ces animaux qui s'échappent de leur habitat naturel, lequel vous a le plus intrigué? Est-ce que vous avez déjà vu un animal essayer un nouvel habitat pour lequel il n'a pas été conçu? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.